Vers 4500 avant Jésus-Christ, l'agriculture fit son apparition sur les territoires de l'actuelle Angleterre. Ils commencèrent à faire pousser du blé et de l'orge et à élever des animaux, comme des vaches, des porcs et des moutons. Ils prenaient soin de leurs morts et construisaient des tombes élaborées. Ils creusaient des chambres funéraires qu'ils recouvraient de bois ou de pierre, puis les recouvraient de terre, pour former des monticules appelés tumulus. Parfois, ils empilaient des pierres pour créer ce qu'on appelle des cairns. Environ 2500 ans avant Jésus-Christ, les hommes commencèrent à bâtir de grands monuments circulaires appelés henge. Au départ, ces constructions étaient de simples fossés entourés de pierres ou de poteaux en bois. Le plus célèbre de ces henge est Stonehenge. Quoi qu'il en soit, l'arrivée du bronze autour de 2000 avant Jésus-Christ a profondément changé la société en Angleterre. Des objets en métal existaient déjà vers 2700 avant Jésus-Christ, mais ils étaient probablement importés d'autres régions. Ce n'est qu'à partir de 2000 avant Jésus-Christ que les habitants commencèrent à fabriquer eux-mêmes du bronze. À la fin de l'âge du bronze, entre 1000 et 650 avant Jésus-Christ, on construisait des forts sur les collines, ce qui laisse penser que les conflits étaient devenus plus fréquents. Vers 650 avant Jésus-Christ, le fer arriva en Grande-Bretagne grâce à un peuple appelé les Celtes. C'est à ce moment-là que les premières épées en fer furent fabriquées. Les guerriers celtes combattaient à cheval ou sur des chars légers en bois. Ils utilisaient des lances et des épées et se protégeaient avec des boucliers en bois. Certains portaient même des côtes de mailles pour se défendre. En 55 avant Jésus-Christ, Jules César mena une expédition en Bretagne, l'ancien nom de la Grande-Bretagne. Il revint l'année suivante en 54 avant Jésus-Christ et battit les Celtes à chaque fois. Mais il ne resta pas sur place. Les Romains se retirèrent après que les Celtes eurent accepté de payer un tribut chaque année. Ce n'est qu'en 43 après Jésus-Christ que les Romains envahirent à nouveau la Grande-Bretagne, cette fois sous les ordres de l'empereur Claude. Les Romains débarquèrent quelque part dans le sud-est de l'Angleterre, le lieu exact reste inconnu, et vainquirent rapidement les armées celtes qui n'étaient pas aussi bien entraînées ni disciplinées que l'armée romaine. Partout, les Romains furent victorieux, et cette même année, 11 rois celtes se rendirent à l'empereur Claude. En général, quand un roi celte se soumettait, les Romains le laissaient gouverner, mais uniquement en tant que roi fantoche, c'est-à-dire sans réel pouvoir. En 47 après Jésus-Christ, les Romains contrôlaient déjà une grande partie de l'Angleterre entre le fleuve Humber et l'estuaire de la Séverne. Mais cela ne voulait pas dire que la guerre était finie. Les affrontements durèrent encore de nombreuses années. Parallèlement, la tribu des Icénies, installée en Est-Anglie, se révolta. Au départ, les Romains les laissèrent tranquilles, leur permettant de garder leur roi et un peu d'autonomie. Mais cela ne dura pas. Les Romains finirent par les dominer complètement. Ensuite, ils imposèrent de lourds impôts, ce qui provoqua leur colère. À la mort du roi des Icénies, celui-ci partagea son royaume entre sa femme Boadicée et l'empereur Néron. Mais Néron ne voulait pas partager, il décida de prendre tout le royaume pour lui. Ces hommes maltraitèrent les Icénies, ce qui déclencha une grande révolte. À ce moment-là, la plupart des soldats romains étaient occupés à combattre au Pays de Galles, ce qui permit aux rebelles d'avoir du succès au début. Menés par Boadicée, les Celtes mirent le feu à Colchester, Saint-Alban et Londres. Mais les Romains réagirent vite. Ils envoyèrent des renforts pour écraser la rébellion. Même s'ils étaient moins nombreux, leur discipline et leur stratégie militaire leur permirent de remporter une victoire totale. Après la défaite de la révolte, les Celtes qui vivaient dans le sud et l'est de l'Angleterre actuelle se sont installés de façon plus stable et ont peu à peu accepté la domination des Romains. Puis, entre 71 et 74 après Jésus-Christ, les Romains ont conquis le nord de ce qui est aujourd'hui l'Angleterre. Entre 122 et 126 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien a fait construire une grande muraille à la frontière nord de la Bretagne romaine pour protéger le territoire des attaques des Pictes, un peuple venu du nord, ce qui est aujourd'hui l'Écosse. Mais au milieu du IIIe siècle, l'Empire romain commençait à s'affaiblir. Dans la seconde moitié du IIIe siècle, des envahisseurs venus de Germanie, appelés les Saxons, ont commencé à attaquer la côte est de la Bretagne romaine. Pour se défendre, les Romains ont construit une série de forts le long de la côte qu'ils ont appelés la côte saxonne. Ces forts abritaient des soldats à pied et des soldats à cheval. Un officier appelé le comte de la côte saxonne commandait ces défenses. En 286, un amiral nommé Carausius s'est emparé du pouvoir en Bretagne. Il s'est proclamé empereur et a régné pendant 7 ans, jusqu'à ce qu'il soit tué par Alectus, son ministre des Finances. Alectus a ensuite gouverné jusqu'en 296, date à laquelle l'empereur romain Constance de l'Empire romain d'Occident a envahi la Bretagne et l'a rattaché de nouveau à l'Empire romain. Au IVe siècle, l'Empire romain d'Occident a connu de graves difficultés économiques et politiques. La population des villes a diminué, les bains publics et les amphithéâtres sont devenus inutilisables.
En 367, plusieurs peuples ont attaqué la Bretagne romaine. Ils ont franchi le mur d'Adrien et ont tué le comte de la côte saxonne. Mais les Romains ont réagi. Ils ont envoyé un général, Théodose, avec des troupes pour rétablir l'ordre. Malgré cela, vers 410, les dernières troupes romaines ont quitté la Bretagne car l'Empire avait trop de problèmes ailleurs. Après leur départ, la Bretagne romaine s'est divisée en plusieurs petits royaumes. Les Romano-Celtes ont continué à se défendre contre les attaques des Saxons, mais la civilisation romaine a commencé à disparaître peu à peu. Au 5e siècle, les Romano-Celtes vivaient en plusieurs royaumes. Un chef, appelé le superbe Tyrannus, fit venir des guerriers germaniques, les Jutes, pour protéger son royaume. Il donna même le Kent à leur chef, Hengist. Mais après quelques années, les Jutes se retournèrent contre les Celtes et gagnèrent une grande bataille à Creford. Ensuite, d'autres peuples germaniques, comme les Saxons, arrivèrent en Angleterre. Ils conquirent plusieurs régions et fondèrent des royaumes comme le Sussex, Saxon du Sud, et le Wessex, Saxon de l'Ouest. Vers 500, un chef celte nommé Arthur remporta une grande victoire contre les Saxons au Mont Badon, ce qui stoppa leur avance pendant un moment. Mais plus tard, les Saxons reprirent leur progression, prenant plusieurs territoires. Au 6e siècle, d'autres peuples germaniques envahirent l'Angleterre. Les Saxons fondèrent l'Essex, Saxon de l'Est, et les Angles arrivèrent en Est-Anglie, ce qui donna plus tard le nom Angleterre. D'autres Angles allèrent dans le nord, dans le Yorkshire. Les Saxons continuèrent leur avancée, créant le Middlesex, Saxon du centre, et le Surrey, rive sud de la Tamise. Au 7e siècle, les Saxons et les Angles contrôlaient presque tout l'est et le sud du pays. Ils gagnèrent de nombreuses batailles et repoussèrent les Celtes toujours plus loin vers l'ouest. Ils conquirent le Somerset, le Dorset puis le Devon. Seule la Cornouaille resta indépendante. L'Angleterre était alors divisée en 9 royaumes, mais au fil du temps il n'en resta que 4 grands. Northumbrie au nord, Mercie au centre, Est-Anglie à l'est, Wessex au sud. Côté religion, en 597, des moines envoyés par le pape vinrent convertir les anglo-saxons au christianisme. Le roi du Kent se convertit, puis d'autres rois comme celui de l'Essex et de la Northumbrie. Mais après la mort du roi Edwin en 632, certains retournèrent au paganisme. Ce sont alors des moines venus d'Écosse qui aidèrent à ramener le christianisme dans le nord. Finalement, à la fin du 7e siècle, toute l'Angleterre était chrétienne, au moins en apparence. En 793, les Vikings attaquèrent le monastère de Lindisfarne. Puis, après une pause, les Danois revinrent en 835 et envahirent l'île de Sheppey. En 836, ils s'allièrent aux Celtes de Cornouailles, mais furent vaincus par le roi Egbert du Wessex. En 845, les Saxons remportèrent une victoire près de la rivière Parret, dans le Somerset. En 850-851, les Vikings passèrent leur premier hiver en Angleterre sur l'île de Thanet. Après avoir battu les Merciens, ils furent vaincus par le Wessex. Ensuite, il y eut une période plus calme avec peu d'attaques. Mais en 865, une grande armée danoise débarqua en Est-Anglie. En 866, elle prit York. En 867, les Northumbriens échouèrent à reprendre la ville. Les Dois installèrent un roi, Egbert. Ils passèrent l'hiver à Nottingham, puis prirent Thetford en 869. En 870, ils battirent les Est-Angliens. À ce moment-là, les Danois contrôlaient la Northumbrie, une partie de la Mercie et l'Est-Anglie. Ils attaquèrent ensuite le Wessex. En 871, Alfred devint roi du Wessex. Bien qu'il y ait eu plusieurs combats, les Danois ne réussirent pas à vaincre le Wessex. Un traité de paix fut signé et les Danois reprirent leur conquête ailleurs, en Angleterre. En 873, les Danois envahirent le reste de la Mercie. Le roi mercien s'enfuit et fut remplacé par un roi contrôlé par les Danois. À ce moment-là, le Wessex devint le dernier royaume saxon libre. En 878, ils lancèrent une attaque surprise à Chippenham. Le roi Alfred dut fuir et se cacher dans les marais d'Athelney, d'où il mena une guerre de guérilla. Il finit par battre les Danois à Edington. Après cette victoire, les Danois, dirigés par Guthrum, se firent baptiser et signèrent un traité avec Alfred. Ils se partagèrent l'Angleterre. Guthrum reçut Londres, l'Est-Anglie et les territoires à l'est de Walting Street, le Danelaw, tandis qu'Alfred garda le sud et l'ouest. En 886, Alfred reprit Londres. La guerre continua. Les combats se poursuivirent jusqu'en 896, mais les Danois furent repoussés. Puis, une période de paix s'installa. Pendant son règne, Alfred renforça la défense du Wessex. Il créa la première marine anglaise, bâtit un réseau de forts et organisa mieux son armée. Il mourut en 899.
Son fils Édouard lui succéda. Au Xe siècle, sous Édouard, puis ses descendants, le Wessex reconquit progressivement les terres danoises, unifiant ainsi l'Angleterre. La réunification débuta avec le traité de Wedmore en 879 qui donna à Alfred le contrôle de la Mercie occidentale. Les Merciens, d'abord indépendants, finirent par s'unir au Wessex. Entre 915 et 918, le roi Egbert, fils d'Édouard, battit les Danois et prit le sud de l'Angleterre jusqu'au fleuve Humber. En 954, les descendants d'Alfred contrôlaient toute l'Angleterre. À la fin du Xe siècle, le pays était en paix, malgré l'assassinat du jeune roi Édouard à Corfe en 978. Son frère, Aethelred, devint roi. Malgré cette instabilité, un renouveau religieux eut lieu. Dunstan, archevêque de Canterbury, réforma les monastères et de nombreuses églises furent construites à cette époque. À partir de 980, les Danois reprirent leurs attaques contre l'Angleterre. Pour éviter les combats, les Saxons leur versèrent de l'argent, appelé Dengeld. Mais les sommes exigées augmentèrent. 10 000 livres en 991, 24 000 en 1002, 36 000 en 1007, ce qui vida les caisses du royaume. En 1002, le roi Aethelred, craignant un complot, ordonna le massacre des Danois vivant en Angleterre, le massacre de la Saint-Brice. Cet acte brutal provoqua la haine des Danois contre lui. En 1013, le roi danois Sven envahit l'Angleterre. Le Nord l'accueillit favorablement et il conquit rapidement le pays. Aethelred s'enfuit, mais Sven mourut soudainement en 1014. Des Anglais proposèrent alors à Aethelred de revenir, ce qu'il fit, et les Danois se retirèrent. Mais, en 1015, Knut, le fils de Sven, lança une nouvelle invasion. Aethelred mourut en 1016, et une guerre éclata entre Knut et Edmond Côte de Fer, fils d'Aethelred. Knut fut soutenu par le Danelaw et Edmond par Londres. Après une bataille à Ashingdon, Knut gagna, mais il fit la paix avec Edmond. Ils se partagèrent le royaume. À la mort d'Edmond en novembre 1016, Knut devint roi de toute l'Angleterre. Sous Knut, le pays connut la paix, la prospérité et un développement du commerce. Il divisa l'Angleterre en 4 grands territoires, Northumbrie, East Anglie, Mercie et Wessex, dirigés par des comtes puissants. Knut mourut en 1035. Après sa mort, il y eut 7 ans de lutte pour la succession. En 1042, Édouard le Confesseur devint roi. Son règne jusqu'en 1066 fut une période de paix et de croissance. Il fit construire l'abbaye de Westminster. Mais étant d'origine normande par sa mère, il renforça l'influence des Normands en Angleterre. Son successeur, Harold, fut le dernier roi saxon. À la mort d'Édouard le Confesseur en 1066, il n'avait pas d'héritier. Le duc Guillaume de Normandie affirma qu'Édouard lui avait promis la couronne et que Harold, comte de Wessex, avait juré de le soutenir. Mais ce serment, s'il a eu lieu, aurait été fait sous la contrainte, après un naufrage en Normandie. Cependant, à l'époque, le roi n'était pas désigné automatiquement par héritage, c'était le Witan, un conseil de nobles puissants qui choisissait le roi. Le Witan élut Harold comme roi en janvier 1066. Furieux, Guillaume décida de prendre le trône par la force. Mais un autre prétendant, le roi de Norvège, Harald Hardrada, débarqua dans le nord de l'Angleterre avec 10 000 hommes. Après une victoire initiale contre les comtes anglais, il fut battu et tué par Harold à la bataille de Stamford Bridge le 25 septembre 1066. Pendant ce temps, Guillaume rassembla une armée et traversa la Manche. Il débarqua dans le Sussex et commença à piller les campagnes anglaises. Harold, après sa victoire dans le nord, marcha rapidement vers le sud avec son armée et arriva le 13 octobre. L'armée anglo-saxonne était composée de housecarls bien armés mais aussi de paysans mal équipés. Tous combattaient à pied et leur stratégie principale était le mur de boucliers. Ils n'avaient pas d'archers. L'armée normande, mieux équipée, comptait des chevaliers à cheval, des soldats à pied et des archers. Elle était plus moderne et plus variée dans ses tactiques. La bataille d'Hastings eut lieu le 14 octobre 1066. Les anglo-saxons occupaient une colline défensive. Les Normands attaquèrent en 3 vagues, archers, fantassins puis cavaliers, mais le mur de boucliers tint bon au début. Mais les anglo-saxons commirent l'erreur de quitter leur position pour poursuivre des soldats normands qui semblaient fuir. Les Normands se retournèrent et massacrèrent ceux qui les suivaient. Ce piège fonctionna 2 fois. Finalement, le roi Harold fut tué ainsi que ses housecarls. L'armée anglo-saxonne s'effondra, Guillaume prit Douvres, Canterbury puis Londres, et il fut couronné roi le 25 décembre 1066.
Cette victoire marqua la fin de l'Angleterre anglo-saxonne et le début du règne normand. Malgré son couronnement, la position de Guillaume de Normandie restait fragile. Il n'avait que quelques milliers de soldats pour contrôler environ 2 millions d'habitants, dont beaucoup lui étaient hostiles. De plus, le roi danois Sven réclamait aussi le trône. Pour renforcer leur pouvoir, les Normands construisirent des châteaux forts, d'abord en bois sur des collines artificielles appelées mottes, entourées d'une basse-cour. Ces constructions devinrent plus tard des châteaux en pierre, comme la Tour de Londres, commencée en 1078. En 1067, Guillaume partit en Normandie. À son retour, il dut écraser une révolte dans le sud-ouest, notamment à Exeter. Le sud du pays passa alors sous contrôle normand, mais le centre et le nord restaient instables. En 1068, Guillaume fit une campagne dans le nord, via Warwick, Nottingham, York, pour imposer son autorité. Les habitants de York se soumirent, temporairement. En janvier 1069, une grande révolte éclata dans le Yorkshire et Northumberland, suivie de troubles ailleurs, Somerset, Dorset, Midland de l'Ouest. Un chef saxon, Edgar, soutenu par des Irlandais, mena une attaque dans le Devon, mais il fut repoussé. À l'automne 1069, le roi danois Sven envoya une armée en Angleterre. Cela relança la révolte dans le nord. Guillaume reprit York et força les Danois à se retirer. Pour éviter toute nouvelle rébellion, Guillaume lança une répression féroce entre 1069 et 1070 dans le nord, connue sous le nom de Dévastation du Nord. Villages, récoltes, bétail et outils furent brûlés ou détruits, provoquant famine et mort. La région mit des années à s'en remettre. Après leur alliance avec les Saxons, les Danois pillèrent Peterborough et s'installèrent sur l'île d'Ely, rejoints par le chef rebelle saxon Hereward l'Exilé. Mais en juin 1070, Guillaume signa un traité de paix avec le roi danois Sven, ce qui fit partir les Danois. Les Saxons résistèrent encore dans les marais des Fens, mais durent se rendre en 1071. Hereward réussit à s'enfuir et Guillaume contrôla enfin toute l'Angleterre. Guillaume confisqua les terres des nobles saxons pour les donner à ses partisans normands, qui lui devait en échange des soldats chaque année. Il réforma aussi l'église, il remplaça les chefs religieux saxons par des hommes fidèles comme Lanfranc, un Italien devenu archevêque de Canterbury. La vie du peuple changea aussi, les paysans perdirent progressivement leur liberté, mais l'esclavage disparut peu à peu vers le XIIe siècle. En 1085, Guillaume fit une grande enquête sur toutes les terres et richesses du royaume, ce qui donna naissance en 1086 au Domesday Book, à un grand recensement. Guillaume mourut en 1087. Son fils Guillaume le Roux, ou Rufus à cause de son teint rouge, lui succéda, tandis que son autre fils Robert devint duc de Normandie. Guillaume le Conquérant fut un roi dur, mais respecté pour sa justice et son autorité, ce qui était admiré à cette époque troublée. Guillaume le Roux n'était pas aimé de l'Église, notamment parce que lui et ses courtisans portaient les cheveux longs, ce que le clergé jugeait trop féminin. Malgré cela, Rufus fut un roi compétent. En 1088, une rébellion éclata. Les barons voulaient remplacer Rufus par son frère Robert pour réunir l'Angleterre et la Normandie. Rufus écrasa la révolte, puis encore une autre en 1095. Il étendit aussi son autorité vers le nord, il prit la Cumbria, encore écossaise à l'époque, et força le roi d'Écosse à le reconnaître comme suzerain. Guillaume le Roux mourut en 1100, tué par une flèche en forêt. On ignore si c'était un accident ou un assassinat. Son frère, Henri Ier, prit rapidement le pouvoir en s'emparant du trésor royal et en se faisant couronner roi. Il gagna la confiance des Saxons en épousant Édith, descendante d'un roi saxon, et obtint aussi le soutien de l'Église. Henri était instruit et un roi compétent. Il eut un seul fils légitime, Guillaume, reconnu héritier par le roi de France. Mais en 1120, Guillaume mourut, noyé dans le navire blanc. Henri fit alors jurer au baron de soutenir sa fille Mathilde comme future reine. À sa mort, en 1135, son neveu Étienne s'empara pourtant du trône, déclenchant une guerre civile contre Mathilde, qui dura jusqu'en 1154. Peu avant sa mort, Étienne accepta que le fils de Mathilde, Henri, lui succède. Henri II, fils de Mathilde, devint roi en 1154. C'est le premier roi plantagenet. Né en 1133 au Mans, il hérita de vastes territoires en France, Normandie, Anjou, Aquitaine, par son mariage avec Aliénor, et plus tard la Bretagne. Il passa d'ailleurs plus de temps en France qu'en Angleterre. Henri II rétablit l'ordre en détruisant les châteaux construits illégalement pendant la guerre civile. Il réforma aussi la justice royale, mais entra en conflit avec l'Église, car il voulait que les membres du clergé soient jugés par les tribunaux royaux, et non religieux. Pour renforcer son influence, il nomma son ami Thomas Becket archevêque de Canterbury. Mais Becket refusa de suivre les ordres du roi.
À savoir qu'Henri II a un rôle majeur dans le développement du common law, un système juridique dont les règles sont principalement édictées par les tribunaux au fur et à mesure des décisions individuelles, et cela est encore utilisé aujourd'hui. Au début de son règne, la justice est encore essentiellement contrôlée par les seigneurs locaux. Par des réformes judiciaires importantes, il affirme la justice royale, pose les bases du common law et développe la pratique des juges itinérants. En 1170, après une colère d'Henri, 4 chevaliers allèrent tuer Becket dans la cathédrale de Canterbury. Ce meurtre choqua l'opinion publique et Henri dut faire pénitence publique pieds nus devant la tombe de Becket. Henri II eut aussi des conflits avec ses fils car il ne leur laissait pas assez de pouvoir. En 1173 et 1174, 4 d'entre eux se révoltèrent avec l'aide de leur mère, Aliénor d'Aquitaine. Henri réussit à vaincre la rébellion, pardonna à ses fils, mais emprisonna sa femme jusqu'à la fin de son règne. En 1189, une nouvelle révolte éclata, impliquant Jean, le plus jeune fils du roi Henri II, ce qui brisa Henri, qui mourut la même année. Son fils Richard Ier, né en 1157, lui succéda. C'était un grand guerrier et très populaire, mais il s'occupa peu de l'Angleterre, préférant partir en croisade. En 1187, Saladin avait pris Jérusalem. Richard partit en 1190 pour la 3e croisade. Il remporta des victoires, mais n'arriva pas à reprendre Jérusalem. En 1192, il signa un traité de paix avec Saladin. En rentrant, il fut capturé par le duc d'Autriche. Il fut libéré en 1194 après qu'une grosse rançon fut payée. Richard revint brièvement en Angleterre puis repartit en Normandie où il mourut en 1199, tué par un carreau d'arbalète. Son frère Jean lui succéda. Jean fut un mauvais roi. Entre 1202 et 1204, il perdit presque toutes ses terres en France, ce qui lui valut le surnom moqueur de l'épée douce. En 1205, il se disputa avec le pape au sujet de la nomination de l'archevêque de Canterbury. Le conflit s'aggrava et en 1208, le pape mit l'Angleterre sous interdit, puis excommunia Jean en 1209. Jean dut finalement se soumettre au pape en 1213. Parallèlement, Jean provoqua la colère de ses barons. Il violait les lois féodales, extorquait de l'argent, vendait des postes et augmentait les impôts sans autorisation. Après un échec militaire en France en 1214, les barons se révoltèrent, déclenchant une guerre civile. En juin 1215, Jean fut contraint de signer la Magna Carta, une charte qui limitait le pouvoir royal. Elle protégeait les droits des nobles, de l'église et mentionnait aussi les marchands, mais ignorait les gens ordinaires. Elle posait un principe fondamental, le roi doit respecter la loi. Elle introduisait aussi l'idée de procès équitable pour tout homme libre. Mais Jean refusa d'appliquer la Magna Carta. Avec l'aide du pape, il la fit annuler en août 1215, relançant la guerre civile. Certains barons invitèrent même un prince français à prendre la couronne. Jean mourut soudainement en octobre 1216. Après sa mort, la Magna Carta fut rétablie. Après la mort de Jean, son fils Henri III devint roi en 1216 à seulement 9 ans, avec 2 régents qui gouvernèrent à sa place. Un des premiers problèmes fut le prince français Louis, invité par des barons rebelles qui fut expulsé en 1217. Henri III commença à régner seul en 1227, mais il déçut les barons en ne respectant pas leurs droits. En 1258, les barons forcèrent Henri à accepter une nouvelle charte, les Provisions d'Oxford, limitant son pouvoir. En 1260, Henri refusa de respecter cette charte, ce qui déclencha une guerre civile. En 1264, les rebelles menés par Simon de Montfort battirent Henri à la bataille de Looz et capturèrent le roi et son fils Édouard. Simon organisa alors le premier vrai parlement anglais avec des représentants des comtés et villes. Mais Édouard s'échappa, et en 1265, il battit les rebelles à la bataille d'Evesham. Henri, affaibli, reprit le pouvoir jusqu'à sa mort en 1272. Il a soutenu les arts, il a fait reconstruire l'abbaye de Westminster et il a vu la fondation de l'université d'Oxford. Son fils, Édouard Ier, roi à 33 ans, était un guerrier redoutable qui voulait dominer toute la Grande-Bretagne. Au pays de Galles, il affronta le prince rebelle Llywelyn en 1276 qui perdit des terres en 1277. Une nouvelle révolte éclata en 1282, écrasée en 1283, et Édouard devint maître du pays. En 1301, il donna à son fils le titre de prince de Galles, une tradition qui continue aujourd'hui. À partir de 1286, la mort du roi Alexandre III d'Écosse et de son héritage laissa le trône écossais sans successeur. 2 prétendants, John Balliol et Robert Bruce, revendiquèrent la couronne. Édouard Ier, surnommé Longshanks, devint arbitre et choisit Balliol, mais demanda aussi qu'il lui obéisse. Les Écossais refusèrent. En 1296, Édouard envahit l'Écosse, vainquit Balliol et prit le pouvoir. En 1297,
William Wallace mena une révolte écossaise mais fut capturé et exécuté en 1305. En 1290, Édouard Ier convoqua le Parlement modèle qui réunissait non seulement les seigneurs mais aussi 2 chevaliers par comté et 2 représentants par ville. Édouard Ier mourut en 1307 à 68 ans de dysenterie. Son fils Édouard II devint roi, mais déplut rapidement au baron car il favorisait son amant Piers Gaveston, à qui il donna des titres importants. Gaveston fut 2 fois exilé, mais revint toujours, jusqu'à ce qu'il soit capturé et décapité par les barons en 1312. En 1314, Édouard II fut battu par les Écossais à la bataille de Bannockburn, qui permit à l'Écosse de rester indépendante. En 1323, il accepta une trêve. Plus tard, Édouard II favorisa un autre amant, Hugues Despenser, ce qui fit fuir sa femme, la princesse Isabelle. En 1326, Isabelle et son amant Roger Mortimer revinrent avec une armée soutenue par le peuple. Ils firent exécuter Despenser, capturèrent Édouard II, qui abdiqua en 1327 au profit de son fils. Son fils devint Édouard III en février 1327, mais il ne commença à gouverner réellement qu'en 1330 quand il fit arrêter Mortimer lors d'un coup d'État. En 1337, Édouard III revendiqua le trône de France, ce qui déclencha une guerre en 1338. En 1340, les Anglais remportèrent une grande victoire navale à la bataille de l'Écluse. Pour financer les guerres, Édouard III augmenta les impôts et dut travailler avec le Parlement, qui gagna en importance. En 1340, les communes et les lords commencèrent à se réunir séparément. Édouard remporta plusieurs batailles importantes, à Crécy en 1346 contre les Français et à Neville's Cross la même année contre les Écossais, où ils capturèrent le roi David II. En 1348-1349, la peste noire tua environ 1/3 de la population anglaise, provoquant une pénurie de travailleurs et une hausse des salaires. Cela affaiblit le système du servage, paysans étaient attachés à la terre. Pour garder le contrôle, le Parlement voulut bloquer les salaires à leur niveau de 1349, mais cela provoqua la colère des paysans. La princesse Jeanne, fille du roi, mourut aussi de la peste, qui touchait riches et pauvres. Pendant ce temps, Édouard III continua à gagner contre les Français. En 1356, à la bataille de Poitiers, les Anglais remportèrent une victoire décisive et capturèrent le roi de France. En 1360, les Français durent signer un traité humiliant et payer une rançon pour leur roi. Édouard III mourut en 1377 à 65 ans. Son petit-fils, Richard II, lui succéda, à seulement 10 ans. En 1381, Richard II dut affronter la révolte des paysans déclenchée par un nouvel impôt, la capitation. Les paysans marchèrent sur Londres, entrèrent dans la ville, libérèrent des prisonniers et pillèrent la maison d'un noble impopulaire. Richard a fait des promesses aux rebelles, mais bien évidemment, il ne les a pas tenues. Après la mort de leur chef Wat Tyler, les promesses furent rompues et environ 200 rebelles furent pendus. Malgré tout, le servage déclina naturellement et disparut presque au XVe siècle. Richard II était mal vu des nobles. En 1388, un parlement fit exécuter plusieurs de ses proches, mais en 1397, il se vengea en exécutant 2 ennemis et en bannissant Henry Bolingbroke. La même année, Richard partit en Irlande. Pendant son absence, Bolingbroke fit un coup d'État et renversa Richard en 1399, devenant roi sous le nom d'Henri IV. Henri IV régna jusqu'en 1413 avec un règne difficile. Il dut notamment écraser une grande révolte au Pays de Galles. Son fils, Henri V, lui succéda et voulut devenir roi de France. En 1415, il déclara la guerre. À la bataille d'Azincourt le 25 octobre 1415, les Anglais remportèrent une grande victoire. En 1416, ils prirent le contrôle de la Manche. Henri V était un héros en Angleterre, mais aussi un homme dur et violent. En 1417, il prit Caen, où ses soldats massacrèrent 2000 civils. Il déclara « La guerre sans feu est comme la saucisse sans moutarde ». En 1419, Henri V prit Rouen, capitale de la Normandie, et en 1420, le traité de Troyes le désigna héritier du trône de France. Mais il mourut en 1422 avant de devenir roi de France. Après sa mort, les Français reprirent l'avantage. En 1429, Jeanne d'Arc libéra Orléans, un tournant dans la guerre, et les Anglais commencèrent à perdre du terrain. En 1443, Henri VI envoya une armée en France pour mener une guerre violente. Mais en 1453, les Anglais ne contrôlaient plus que Calais. En Angleterre, une guerre civile éclata, appelée la guerre des 2 roses, opposant les Yorkistes, la rose blanche, aux Lancastriens, la rose rouge. En 1454, Henri VI devint mentalement instable et le duc d'York fut nommé régent. Mais Henri se rétablit et chassa le duc en 1455. Ce dernier forma une armée et battit le roi à Saint-Alban, prenant le pouvoir sans enlever le trône à Henri. En 1459, la reine Marguerite forma une armée contre les Yorkistes. Après plusieurs batailles, les Yorkistes furent déclarés traîtres et leurs chefs s'exilèrent. En 1460, ils revinrent, remportèrent la bataille de Northampton et capturèrent Henri VI.
Marguerite ne renonça pas et gagna la bataille de Wakefield où le duc d'York fut tué. Son fils, Édouard de Marche, prit la cause et devint Édouard IV en 1461, consolidant son pouvoir après la victoire de Towton. Mais Édouard IV perdit le soutien du comte de Warwick, le faiseur de rois, qui se retourna contre lui. Warwick gagna une bataille en 1469, forçant Édouard à fuir. En 1471, Édouard revint et battit les Lancastriens à Tewkesbury et régna ensuite jusqu'à sa mort en 1483. Son fils, Édouard V, lui succéda à 12 ans, mais fut déclaré illégitime à cause d'un problème sur le mariage de ses parents. Lui et son frère Richard furent emprisonnés dans la Tour de Londres et assassinés avant d'être couronnés. Après la mort des deux jeunes princes, leur oncle devint roi sous le nom de Richard III. Mais sa position était faible, surtout après la mort de son fils unique. Henri Tudor arriva au Pays de Galles, rassembla une armée et tua Richard III à la bataille de Bosworth Field. Henri Tudor est devenu le roi Henri VII en 1485. En 1486, Henri VII épousa Élisabeth d'York, unissant ainsi les familles rivales des York et des Lancastre. Malgré cela, certains Yorkistes refusèrent de le reconnaître et soutinrent Lambert Simnel, un prétendant au trône, mais ils furent battus en 1487 à Stockfield. Simnel fut capturé mais épargné et mis au travail dans la cuisine royale. En 1492, Henri VII envahit la France, mais les Français occupés ailleurs préférèrent faire la paix et signèrent un traité. Henri VII, prudent, évita les guerres coûteuses et renforça son pouvoir en créant la cour de la Chambre étoilée qui punissait les abus de pouvoir et les troubles. En 1497, Henri dut faire face à deux rébellions. La première, venue de l'ouest de l'Angleterre, fut vaincue à Blackheath. Ensuite, Perkin Warbeck prétendit être Richard, le neveu de Richard III, et tenta une révolte en Cornouailles, vite écrasée. Warbeck fut capturé et exécuté en 1499. Henri VII chercha aussi des alliances. En 1501, son fils Arthur épousa Catherine d'Aragon d'Espagne. Mais Arthur mourut en 1502. Son frère Henri devint héritier et épousa Catherine en 1509 avec une dispense papale. En 1503, la fille d'Henri, Marguerite, épousa Jacques IV d'Écosse. Henri VII mourut le 21 avril 1509. Henri VIII était un roi jeune, intelligent et très actif. Il voulait rendre à l'Angleterre sa grandeur d'antan. En 1511 et 1514, il fit construire deux grands navires de guerre, puis entra en guerre contre la France. En 1513, il gagna la bataille des Éperons contre les Français, mais en 1514, il fit la paix et maria sa sœur Marie au roi de France. Les Écossais, alliés des Français, envahirent l'Angleterre, mais furent battus à la bataille de Flodden où leur roi mourut. Henri eut un fils en 1511, mort à cette semaine, puis une fille, Marie, née en 1516. Sa femme Catherine d'Aragon fit plusieurs fausses couches et ne donna pas de fils, ce qui préoccupait Henri. Il pensa que Dieu le punissait d'avoir épousé la veuve de son frère, mariage normalement interdit, malgré une autorisation papale. Henri demanda l'annulation, que Catherine refusa. Le pape, sous pression de Charles Quint, empereur d'Espagne et neveu de Catherine, refusa aussi. En 1529, un tribunal religieux examina l'affaire, sans décision. Henri commença une liaison avec Anne Boleyn en 1527 et voulut l'épouser. En 1529, il convoqua le Parlement de la Réforme pour couper les liens avec le pape. En 1533, Thomas Cranmer annula le mariage avec Catherine alors qu'Henri avait déjà épousé Anne en secret. Anne Boleyn fit deux fausses couches, ce qui déçut Henri VIII. En avril 1536, elle fut accusée d'adultère avec 5 hommes, dont son frère, et tous furent exécutés en mai. Henri épousa ensuite Jeanne Seymour, qui lui donna un fils, Édouard, mais Jeanne mourut en 1537, ce qui attrista Henri. En 1534, l'acte de suprématie fit d'Henri le chef de l'église d'Angleterre, séparé de l'église catholique, mais il conserva beaucoup de croyances catholiques. En 1538, son chancelier Cromwell fit traduire la Bible en anglais et fit retirer des images religieuses jugées idolâtres. En 1539, l'acte des 6 articles confirma les croyances catholiques comme doctrine officielle. En 1545, l'anglais remplaça le latin dans les cérémonies. Henri fit fermer les monastères entre 1536 et 1540, vendit leurs terres et utilisa l'argent pour construire des châteaux contre une invasion. Cela provoqua une révolte en 1536 dans le Lincolnshire, réprimée en 1537. Henri épousa Anne de Clèves en 1540, mais déçu par sa rencontre, divorça 6 mois plus tard. Henri épousa ensuite Catherine Howard, mais après avoir découvert son infidélité, il la fit décapiter en 1542. En 1543, il épousa Catherine Parr. En 1536, Henri VIII eut un accident de joute qui l'empêcha de faire du sport. Il devint obèse et souffrit d'un ulcère à la jambe. Malgré sa santé fragile, il continua la guerre. En 1542, il battit les Écossais à Solwamos. En 1543, il attaqua la France
France prit Boulogne, mais dut rentrer à cause d'une menace d'invasion française. Henri mourut en 1547 à 55 ans. Son fils Édouard, âgé de 9 ans, lui succéda, avec son oncle Édouard Seymour, duc de Somerset comme protecteur. Somerset et l'archevêque protestant Thomas Cranmer firent avancer la réforme religieuse. Ils abolirent l'acte des 6 articles, publièrent en 1549 le premier livre de prière commune, autorisèrent les prêtres à se marier et retirèrent les statues religieuses. L'Angleterre connut une crise économique avec inflation et baisse des salaires à cause d'une population en forte hausse. En 1549, Édouard VI dut réprimer 2 révoltes, la révolte du livre de prière dans le sud-ouest et la révolte économique de Robert Kett dans le Norfolk. Ces rébellions furent écrasées. L'Angleterre reprit la guerre contre l'Écosse, tentant d'imposer le mariage d'Édouard avec Marie, fille du roi écossais. Après la victoire anglaise à Pinkie-Cleugh en 1547, Marie fut envoyée en France à 6 ans pour épouser le fils du roi français. Le jeune roi Édouard était très malade et ne vivrait pas longtemps. Le duc de Northumberland, inquiet car la prochaine héritière Marie était catholique, fit couronner sa filleule Jeanne Grey après la mort d'Édouard en 1553. Mais le peuple a soutenu Marie, et Jeanne fut emprisonnée. Marie devint reine et fut d'abord clémente. Northumberland fut exécuté, mais Jeanne Grey fut d'abord épargnée. En 1554, Marie épousa Philippe d'Espagne, un mariage impopulaire qui provoqua une rébellion menée par Thomas Wyatt. Marie fit alors exécuter Jeanne, craignant un complot. Fervente catholique, Marie voulait ramener le catholicisme. Elle rétablit la messe en 1553, força les prêtres mariés à renoncer à leurs épouses en 1554, supprima l'acte de suprématie et fit brûler près de 300 protestants entre 1555 et 1558. Cette répression renforça la popularité des protestants qui fuyaient souvent à l'étranger. En 1557, l'Angleterre entra en guerre contre la France une fois de plus, et en 1558 perdit Calais, sa dernière possession en France, ce qui fut un coup dur. Marie mourut la même année. Élisabeth Ier lui succéda en 1559 et rétablit le protestantisme. L'acte de suprématie fut remis en place, les évêques catholiques furent renvoyés et environ un tiers des prêtres perdirent leur poste. La majorité des Anglais acceptèrent ce compromis religieux avec des amendes pour ceux qui n'allaient pas à l'église, mais certains catholiques pratiquaient encore en secret. En 1568, Marie, reine d'Écosse, chercha refuge en Angleterre et fut emprisonnée par Élisabeth pendant 19 ans. En 1569, une révolte catholique dans le nord tenta de renverser Élisabeth pour mettre Marie Stuart sur le trône, mais elle fut écrasée. En 1570, le pape excommunia Élisabeth, déclarant qu'elle n'était plus reine légitime et que ses sujets catholiques ne devaient plus lui obéir. En 1585, tous les prêtres catholiques durent quitter l'Angleterre sous peine de trahison. En 1583, un complot catholique contre Élisabeth, celui de Throckmorton, fut découvert, puis un autre en 1586, le complot de Babington. Malgré cela, la majorité des catholiques anglais restèrent fidèles à la reine, même lors de l'invasion espagnole en 1588. L'Espagne, qui contrôlait les Pays-Bas, faisait face à une révolte protestante dès 1568. Élisabeth hésita d'abord, mais envoya une armée en 1585 pour aider les révoltés. Le complot de Babington mena à l'exécution de Marie Stuart en 1587, car elle y était impliquée. En réaction, le roi d'Espagne Philippe II prépara une invasion. En 1588, l'armada espagnole, composée de 130 navires et 27 000 hommes, partit pour envahir l'Angleterre. Elle devait rejoindre une armée à Calais. Les Anglais menés par Drake harcelèrent les navires espagnols. À Calais, les Espagnols furent surpris par des brûlots anglais qui semèrent la panique. Les Anglais attaquèrent, causant de lourdes pertes. L'armada tenta de rentrer par le nord, mais fut frappée par des tempêtes. L'Espagne perdit 53 navires, l'Angleterre aucun. Bien que l'invasion ait échoué, la guerre avec l'Espagne continua jusqu'en 1604. Élisabeth mourut le 24 mars 1603. En 1603, Jacques VI d'Écosse devint le roi d'Angleterre sous le nom de Jacques Ier, fondant la dynastie des Stuarts. Il mit fin à la guerre avec l'Espagne en 1604 et fit publier une nouvelle traduction de la Bible, la version King James, en 1611. En 1605, il échappa à la conspiration des Poudres, un attentat organisé par des catholiques radicaux. Jacques Ier eut des conflits avec le Parlement à cause de problèmes financiers. Les revenus du roi étaient insuffisants et seul le Parlement pouvait voter de nouveaux impôts, ce qui renforçait son pouvoir. Jacques tenta de contourner ce problème, ce qui aggrava les tensions. Des désaccords religieux accentuèrent le conflit. Beaucoup de députés étaient puritains, alors que Jacques, protestant, n'était pas d'accord avec eux. Il croyait au droit divin des rois, estimant que son autorité venait directement de Dieu. Jacques mourut en 1625, remplacé par son fils Charles Ier qui partageait les mêmes convictions sur le droit divin. Très vite, Charles entra en conflit avec le Parlement. Il épousa Henriette Marie, une princesse catholique, ce qui inquiéta les puritains. Il lança des guerres contre l'Espagne, Cadix en 1625, et la France, à La Rochelle en 1627.
toutes deux échouées. Le Parlement, mécontent, refusa de voter les impôts. En réponse, Charles dissout le Parlement et tenta de financer ses guerres en forçant les gens à prêter de l'argent. Ceux qui refusaient étaient emprisonnés sans procès. En 1628, en manque d'argent, il rappela le Parlement, qui exigea qu'il signe la pétition des droits limitant les pouvoirs royaux. Plus d'impôts sans accord du Parlement et plus d'arrestations arbitraires. Les tensions religieuses entre le roi Charles Ier et le Parlement continuèrent. À l'époque, la religion dominait la vie quotidienne et seule l'Église d'Angleterre était autorisée, même si de nombreux catholiques existaient encore, surtout dans le nord-ouest. En 1629, William Laud, évêque de Londres, opposé aux puritains, fut soutenu par le roi. Le Parlement critiqua Laud, ce que Charles trouva inacceptable. En colère, il dissout le Parlement, mais les députés résistèrent et adoptèrent 3 résolutions contre Laud et les politiques religieuses avant de se séparer. En 1633, Laud devient archevêque de Canterbury. Il voulait imposer la conformité religieuse, il inspecta les églises, fit taire les prédicateurs indépendants, les conférenciers, et réintroduisit des cérémonies et décorations, ce qui alarma les puritains, qui craignaient un retour au catholicisme. Charles gouverna ensuite sans parlement pendant 11 ans, surnommé les 11 années de tyrannie. Pour financer son gouvernement, il utilisa d'anciennes lois, amende aux descendants de nobles non faits chevaliers ou à ceux cultivant d'anciennes terres royales. Grâce à cela, ses finances furent rééquilibrées en 1635. Mais en 1634, il imposa une taxe maritime à toutes les régions, y compris à l'intérieur du pays. Ce nouvel impôt, très impopulaire, fut contesté par John Hampden, un noble du Buckinghamshire jugé en 1637. Bien qu'il perdit, il devint un symbole de résistance. La même année, Charles et Laud voulurent imposer un nouveau livre de prières en Écosse, ce qui déclencha des émeutes à Édimbourg. En février 1638, les nobles et religieux écossais réagirent en signant le pacte national, marquant leur opposition aux réformes religieuses du roi. Charles Ier tenta 2 fois d'imposer ses réformes religieuses en Écosse, mais échoua. La première guerre, en 1639, se termina par une trêve appelée la paix de Berwick. En avril 1640, Charles rappela le Parlement pour obtenir des fonds, mais les députés critiquèrent sa politique. Il le dissout rapidement, ce fut le bref Parlement. La deuxième guerre contre les Écossais eut lieu en 1640. En août, ceux-ci envahirent l'Angleterre et prirent Newcastle. Charles fut contraint de négocier, il leur laissa Durham et le Northumberland et accepta de payer leur armée. En août 1641, il renonça à modifier la religion écossaise et les Écossais quittèrent le Nord. À court d'argent, Charles rappela le Parlement en novembre 1640, ce fut le long Parlement, qui resta en place très longtemps. Il fit voter plusieurs lois importantes, la loi triennale qui obligeait le roi à convoquer le Parlement tous les 3 ans, une loi qui interdisait de dissoudre le Parlement sans son propre accord, l'annulation des anciennes amendes liées à la noblesse ou aux terres royales, l'abolition de la taxe maritime imposée sans autorisation. Mais le Parlement commença à se diviser. L'opposant principal de Charles, John Pym, allait trop loin pour certains députés. En novembre 1641, le Parlement publia la Grande Remontrance, une longue liste de reproches contre le roi, votée de justesse. Pym demanda ensuite que le contrôle de l'armée soit confié au Parlement, ce qui effraya beaucoup de députés. Il craignait qu'il cherche à remplacer le roi par un pouvoir encore plus extrême. En 1642, le pays était très divisé, notamment sur la religion. Certains voulaient revenir à l'église d'Angleterre d'avant Laud, d'autres voulaient supprimer les évêques. Cette division toucha aussi le Parlement. En janvier 1642, le roi Charles aggrava la crise en entrant de force à la Chambre des communes pour arrêter 5 députés accusés de trahison. Il s'était enfui, mais ce geste choqua profondément. Jamais un roi n'avait pénétré dans cette chambre. Charles quitta ensuite Londres par crainte pour sa sécurité. En mars 1642, le Parlement déclara que cette décision valait loi même sans l'accord du roi. En avril, Charles tenta de s'emparer d'armes à Hull, mais on lui refusa l'accès. Le Parlement commença alors à lever une armée pendant que Charles en formait une aussi. En août, il leva son étendard à Nottingham, la guerre civile venait de commencer. Au début, le Parlement avait plusieurs avantages. Il contrôlait Londres et ses revenus portuaires, et il avait le soutien de la marine, ce qui limitait les renforts pour le roi. Charles essaya de marcher sur Londres, mais il fut stoppé à Turnham Green en novembre 1642. En 1643, les parlementaires s'allièrent aux Écossais en promettant de créer une église presbytérienne sans évêque. Une armée écossaise entra en Angleterre début 1644. Le Parlement réorganisa ensuite son armée. Grâce à cette réforme, les parlementaires prirent l'avantage et en mai 1646, le roi se rendit aux Écossais. Après la guerre, des idées nouvelles circulèrent. En novembre 1646, John Lilburne, un niveleur, publia La Liberté de Londres enchaînée, où il demandait une république, la suppression de la Chambre des Lords, le droit de vote pour tous les hommes et la liberté religieuse. Mais en décembre 1647, Charles fit un accord secret avec les Écossais, qui acceptèrent de l'aider en envahissant l'Angleterre. Pourtant, Cromwell les vainquit, ainsi que les royalistes, à la bataille de Preston. Après la guerre civile, l'armée trouva que le Parlement était trop indulgent avec le roi. En 1648, le colonel Thomas Pride expulsa environ 140 députés dans ce qu'on appelle la purge de Pride. Il ne resta qu'un petit groupe de députés favorables à l'armée.
le Parlement croupion. Le 17 mars 1649, ce Parlement abolit la monarchie et la Chambre des Lords. Alors que la plupart des députés voulaient une église presbytérienne et obligatoire, l'armée défendait la liberté religieuse pour tous. Entre-temps, Charles II, fils du roi exécuté, lança une nouvelle guerre. Il s'allia aux Écossais en 1650, mais Cromwell battit l'armée écossaise à Dunbar, puis avança vers l'Angleterre. Une nouvelle constitution fut alors adoptée, l'instrument de gouvernement. Cromwell devint Lord Protecteur et gouverna d'abord avec un conseil. En 1654, il convoqua un parlement, mais celui-ci rejeta la constitution. Cromwell le dissout en 1655. L'Angleterre fut divisée en 11 régions, dirigées par des majors généraux militaires. Un nouveau parlement fut élu en 1656, mais certains députés en furent exclus. En 1658, ils purent revenir, mais ils critiquèrent les réformes, surtout la nouvelle chambre haute créée par Cromwell. Il dissout encore une fois le parlement en février 1658. Avant de mourir, Cromwell désigna son fils Richard comme successeur, mais Richard était peu charismatique et démissionna en 1659. Le long parlement, resté en place depuis 1640, se dissolut lui-même et de nouvelles élections eurent lieu. Le nouveau parlement, dit Parlement de la Convention, déclara le retour d'un gouvernement composé du roi, de la Chambre des Lords et de la Chambre des communes. Le 25 mai 1660, Charles II revint en Angleterre, la monarchie fut restaurée. En 1662, Charles II épousa Catherine de Bragance, une princesse portugaise, mais il eut aussi de nombreuses maîtresses. À cette époque, le Code Clarendon fut voté pour persécuter les non-conformistes, protestants en dehors de l'Église d'Angleterre. Par exemple, le Corporation Act de 1661 obligeait tous les fonctionnaires municipaux à appartenir à l'Église officielle. En 1670, Charles II signa un traité secret avec Louis XIV, le traité de Douvres. Louis lui donnerait de l'argent en échange d'une guerre contre la Hollande et d'une conversion publique au catholicisme. Louis s'engageait aussi à envoyer 6000 soldats si une révolte éclatait. Le problème de la succession au trône inquiéta. Charles n'avait pas d'enfant légitime et son frère Jacques, héritier, était catholique. En 1679, le Parlement adopta l'habeas corpus, interdisant l'emprisonnement sans procès, une grande avancée pour les droits des citoyens. Charles II mourut en 1685 et son frère Jacques II lui succéda. En 1687, Jacques II publia une nouvelle déclaration d'indulgence supprimant les lois contre les catholiques et protestants non anglicans. La situation empira quand il eut un fils catholique en juin 1688, ce qui fit craindre une dynastie catholique. Le Parlement décida alors de le remplacer. Il proclama Guillaume et Marie souverains. Marie mourut en 1694, Guillaume resta seul roi. En 1702, la reine Anne monta sur le trône et débuta la guerre de succession d'Espagne. En 1704, le duc de Marlborough battit les Français à Blenheim et prit Gibraltar, toujours britannique aujourd'hui. En 1707, l'acte d'union unit officiellement l'Angleterre et l'Écosse. Les deux pays gardèrent leurs institutions propres, justice, église et école, mais ouvrirent leur commerce. À la mort de la reine Anne en 1714, sans héritier mâle, la couronne passa à son plus proche parent protestant d'Allemagne du Nord, Georges de la Maison de Hanovre, une succession qui continue encore aujourd'hui. Malgré plus de 50 prétendants catholiques avec des droits plus forts, l'acte d'établissement de 1701, voté par le Parlement, garantissait le droit de Georges, afin de protéger la famille royale protestante et empêcher l'accès au trône des catholiques. Lors du couronnement de Georges à l'abbaye de Westminster le 20 octobre 1714, des émeutes éclatèrent dans 20 villes d'Angleterre, tandis qu'une rébellion jacobite secouait l'Écosse. Pendant son règne, Georges Ier s'appuya surtout sur le Parlement, et après 1717, il assista rarement au cabinet. Quand la Compagnie des mers du Sud, un fonds d'investissement public, s'effondra, la Grande-Bretagne subit de lourdes pertes financières. Robert Walpole, ministre Whig de Georges Ier, géra cette crise et organisa la répartition de la dette. Il gagna la confiance du roi et devint le premier ministre de fait de Grande-Bretagne, dirigeant le pays de 1721 à 1742, soit le plus long gouvernement de l'histoire britannique. Cette période marqua le début du transfert réel du pouvoir de la monarchie vers le Parlement. Le 11 juin 1727, Georges Ier mourut d'une attaque cérébrale lors d'un voyage à Hanovre. Il fut enterré dans la chapelle du château de Laine, sa résidence hanovrienne, devenant le dernier monarque britannique inhumé hors du Royaume-Uni. Son fils Georges-Auguste lui succéda. Georges II, surnommé le roi absent car il passait beaucoup de temps à Hanovre, laissa la gestion du royaume à son épouse, Caroline d'Ansbach, et à Robert Walpole, qui assurèrent la stabilité politique. Caroline joua un rôle important pour maintenir le soutien populaire à la monarchie. Dès le début du règne des rois géorgiens, plusieurs soulèvements jacobites tentèrent de restaurer la dynastie catholique des Stuart. Menée par Jack Stuart et son fils Charles, Bonnie Prince Charlie, ces rébellions échouèrent définitivement lors de la bataille de Culloden, le 16 avril 1746 près d'Inverness en Écosse. Cette bataille dura un peu plus d'une heure. L'armée britannique battit l'armée jacobite plus petite. Entre 1000 et 1500 jacobites furent tués ou blessés, tandis que 200 à 400 britanniques moururent ou furent blessés. Culloden mit fin à la rébellion jacobite. Beaucoup de ses partisans furent exilés, emprisonnés ou exécutés pour trahison.
et Charles Stuart s'enfuit en France, où il ne revint jamais en Grande-Bretagne. Le 23 juin 1757, la Compagnie britannique des Indes orientales battit le souverain Siraj ud Daulah et ses alliés français lors de la bataille de Plassey au Bengale en Inde. Cette victoire marque le début de presque 2 siècles de domination britannique en Inde. Grâce à ce contrôle politique, les Britanniques purent exploiter les richesses du pays et désindustrialiser l'Inde, qui devint essentiellement un fournisseur de matières premières. L'Inde devint aussi la base du commerce de l'opium, ayant de grandes conséquences pour d'autres pays en développement comme la Chine. Le 25 octobre 1760, George II mourut, peu avant ses 77 ans. Son petit-fils de 22 ans, George III, lui succéda. George III fut le premier monarque hanovrien né en Angleterre et parlant anglais comme langue maternelle. La guerre de 7 ans, commencée en 1756, est considérée par certains historiens comme la première guerre mondiale, impliquant de nombreuses nations européennes et affectant plusieurs régions, dont l'Europe, l'Inde, l'Afrique et l'Amérique du Nord. La Grande-Bretagne remporta cette guerre en 1763, avec le traité de Paris signé le 10 février, ce qui ouvrit la voie à la domination mondiale de l'Empire britannique au XIXe siècle. Cependant, cette guerre engendra d'énormes dettes pour la Grande-Bretagne, que l'on espérait rembourser en taxant lourdement les colonies américaines, ce qui contribua à déclencher la guerre d'indépendance américaine. En 1769, le capitaine James Cook réalisa son premier voyage en Nouvelle-Zélande et en Australie. À bord du HMS Endeavour, il débarqua en septembre et passa 6 mois à cartographier les côtes. Cook fut le deuxième Européen à visiter la Nouvelle-Zélande. En avril 1770, il fut le premier Européen à atteindre la côte est de l'Australie, débarquant à Botany Bay, près du futur port de Sydney. Après une décennie de protestations et de désobéissance civile, l'Amérique déclara sa souveraineté et la guerre à la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776, lors de la guerre d'indépendance américaine. Pendant les 8 années suivantes, des pays comme la France, l'Espagne et les Pays-Bas s'allièrent aux Américains, ce qui provoqua des conflits avec la Grande-Bretagne dans d'autres régions, notamment en Inde et en Europe. Après une longue et coûteuse lutte contre plusieurs nations, la Grande-Bretagne entama des négociations de paix avec les États-Unis. Le traité de Paris, signé le 3 septembre 1783, reconnut l'indépendance des États-Unis et céda au Congrès américain les territoires alors occupés par les Britanniques. Au début du 19e siècle, l'Angleterre était encore en guerre contre la France, et en Grande-Bretagne comme en Irlande, on craignait que l'Irlande se révolte de nouveau ou subisse une invasion française. Grâce à un mélange de corruption et de négociations du Parlement irlandais, une loi entra en vigueur le 1er janvier 1801, unissant l'Angleterre, l'Écosse et l'Irlande. Le nouveau royaume prit le nom de Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande. Cette union durera jusqu'au 6 décembre 1922. Après que Napoléon Bonaparte eut pris le pouvoir en France en 1799, la Grande-Bretagne déclara la guerre à la France en 1803. Le 21 octobre 1805, la flotte britannique, dirigée par le vice-amiral Lord Horatio Nelson, remporta une des batailles navales les plus célèbres contre les forces françaises et espagnoles de Napoléon, la bataille de Trafalgar. Cette victoire fut un triomphe majeur et confirma la supériorité maritime britannique. Après près de 20 ans de lutte des abolitionnistes en Grande-Bretagne, la loi abolissant la traite des esclaves fut adoptée le 25 mars 1807. Bien que cette loi interdise la traite dans les colonies britanniques, le commerce d'esclaves continua dans les Caraïbes jusqu'en 1811. George III devint mentalement inapte à cause d'une maladie psychiatrique, et son fils George gouverna à sa place en tant que prince régent. Même si George IV régna officiellement de 1820 à sa mort, la période de 1811 à 1820 est souvent appelée la Régence. La bataille de Waterloo commença le 18 juin 1815 près de Bruxelles, en Belgique actuelle. Elle opposa l'armée française de Napoléon à une coalition européenne, dont la Grande-Bretagne, dirigée par le duc de Wellington et le maréchal prussien Blücher. La victoire des Alliés mit fin à 23 ans de guerre, arrêta les ambitions françaises en Europe et détruisit définitivement la puissance de Napoléon. Durant ces dernières années, George III perdit ses facultés physiques et mentales, devint aveugle et mourut au château de Windsor le 29 janvier 1820, après un règne de près de 60 ans. Le troisième plus long de l'histoire britannique. Son fils, George IV, qui avait été prince régent depuis 1811, devint roi à 48 ans. À partir de 1828, la santé de George IV déclina. Sa vue diminua, il fut essoufflé. Ses jambes devinrent enflammées et douloureuses à cause d'hydropisie. À cause de son excès d'alcool et de ses banquets, il devint obèse. En 1824, il pesait plus de 117 kg avec un tour de taille de 130 cm, nécessitant un corset adapté. Il mourut à Windsor à 67 ans. Sans héritier, le trône passa à son frère cadet, Guillaume, duc de Clarence, qui devint Guillaume IV. Aussi, à cette époque commença la révolution industrielle qui transforma profondément la vie en Grande-Bretagne, notamment grâce à de grandes améliorations dans les transports, accélérant le développement des villes, de l'industrie et du commerce. Des progrès techniques permirent le développement de cette révolution industrielle.
La machine à vapeur joua un rôle central. Thomas Savery en inventa une première version en 1698, puis Thomas Newcomen l'améliora en 1712 pour pomper l'eau des mines. En 1769, James Watt améliora encore cette machine qui, dès les années 1780, fut utilisée pour faire fonctionner d'autres machines industrielles. La mécanisation de l'industrie textile démarra avec la spinning jenny, inventée en 1764 par James Hargreaves. Ce fut l'une des premières et des plus décisives inventions de la révolution industrielle en Grande-Bretagne qui propulsa l'industrie textile du coton. Enfin, la production de fer fit aussi un bond grâce à Henry Cort qui inventa en 1784 une méthode plus efficace de fabrication du fer forgé ainsi que le puddlage, un procédé pour purifier le fer en le chauffant et en le brassant. Le 19e siècle fut marqué par un développement et des changements rapides, bien plus rapides que lors des siècles précédents. Durant cette période, l'Angleterre passa d'un pays rural et agricole à un pays urbain et industrialisé. Cette évolution entraîna des bouleversements majeurs et transforma radicalement la nature de la société. Il fallut de nombreuses années au gouvernement et à la population pour s'adapter aux nouvelles conditions. À proprement parler, cette ère est appelée l'ère victorienne et a commencé en 1837 et s'est terminée avec la mort de la reine Victoria en 1901. Mais la période peut être étendue pour inclure les années avant et après ces dates, à peu près depuis les guerres napoléoniennes jusqu'au déclenchement de la Première Guerre mondiale en 1914. Les innovations technologiques, scientifiques et industrielles ont entraîné une expansion considérable de la production, notamment grâce au système industriel. Les coûts sociaux étaient considérables, déshumanisation du travail, travail des enfants, pollution et croissance des villes où la pauvreté, la saleté et la maladie prospéraient. Le travail des enfants et la pauvreté étaient également une caractéristique de la vie rurale, où le travail agricole impliquait de longues heures, une faible rémunération et une exposition à tous les climats. Entre 1801 et 1871 seulement, la population du Royaume-Uni a doublé. Les migrations bilatérales étaient une caractéristique de la vie victorienne. De nombreux Britanniques ont quitté le Royaume-Uni pour l'Amérique du Nord ou les colonies, en quête d'une vie meilleure. Les Irlandais pauvres constituaient un grand nombre de ces migrants, notamment après la grande famine de 1845. Les Irlandais se sont déplacés en grand nombre vers l'Angleterre et l'Écosse, ainsi qu'à l'étranger. Au Royaume-Uni, les populations ont quitté les campagnes pour les nouvelles villes industrielles, afin de trouver du travail. Des migrants du monde entier se sont également installés en Grande-Bretagne, notamment des Juifs d'Europe et de Russie. Grâce aux premières campagnes menées par des personnalités telles que Michael Sadler et le comte de Shaftesbury, ainsi qu'au rapport des commissions parlementaires, des lois protégeant les travailleurs, enfants et adultes commencèrent à être promulguées. Parmi les réformes importantes, on peut citer la législation sur le travail des enfants, la sécurité dans les mines et les usines, la santé publique, l'abolition de l'esclavage dans l'Empire britannique et l'éducation. En 1880, l'éducation était obligatoire pour tous les enfants jusqu'à 10 ans. Une réforme pénitentiaire et la création de la police ont également été mises en place. La société était hiérarchisée, mais la mobilité sociale et géographique était importante. Les entrepreneurs autodidactes utilisaient leur nouvelle fortune pour gravir les échelons, construisant de grandes maisons, éduquant leurs enfants et employant des domestiques. Dans les années 1880, 1,25 million de personnes travaillaient dans le service domestique, plus que dans toute autre catégorie d'emploi. Avant le début du 19e siècle, la Grande-Bretagne avait déjà perdu son empire américain et en conquérait un autre en Inde. Son accumulation de territoires à travers le monde se poursuivit sans relâche. La Grande Exposition de 1851 montra les merveilles de l'industrie et de l'Empire. L'Empire était lié à sa domination commerciale, à sa puissance navale et militaire, ainsi qu'à la concurrence territoriale de la Grande-Bretagne avec les autres nations européennes. Entre 1820 et 1870, l'Empire s'est développé, s'est orienté vers l'Est et a accru le nombre de personnes non blanches sur lesquelles il exerçait un contrôle. Une grande partie de cette expansion a été marquée par la violence, notamment la révolte indienne entre 1857 et 1859, la rébellion de Morant Bay en 1865 en Jamaïque, les guerres de l'opium, 1839 et 1842 et 1856 à 1860 en Chine, et la guerre de Taranaki, entre 1860 et 1861, en Nouvelle-Zélande. L'Inde est devenue un élément central du statut et de la richesse de l'Empire. En 1858, le Parlement britannique a adopté le Government of India Act, mettant fin au règne de la Compagnie des Indes orientales et plaçant l'Inde sous domination britannique. Le 1er novembre, la reine Victoria est couronnée impératrice des Indes. À la fin du règne de Victoria, les impérialistes pouvaient se vanter que le soleil ne se couchait jamais sur l'Empire britannique. L'idéal familial, respectable et aimant, dominait l'époque victorienne. Le culte du foyer ne cessa de croître, la reine Victoria et sa famille servant de modèle à la nation.
On attendait des femmes qu'elles restent à la maison et élèvent la famille, mais la réalité pour de nombreuses familles pauvres était que les femmes devaient travailler. De nombreuses femmes célibataires de la classe moyenne devaient également travailler. Le 19e siècle voit le début des loisirs de masse, vacances balnéaires, activités religieuses, développement des parcs publics, des musées, des bibliothèques, des sports, spectacles, des théâtres et des music halls. La reine Victoria mourut en 1901 et son fils Édouard VII devint roi, inaugurant l'ère édouardienne caractérisée par des étalages de richesses fastueuses contrastant avec la sombre époque victorienne. Avec l'avènement du XXe siècle, des biens tels que le cinéma, l'automobile et l'aviation firent leur apparition. Le nouveau siècle fut marqué par un profond optimisme. Les réformes sociales du siècle précédent se poursuivirent au XXe siècle avec la création du Parti travailliste en 1900. Édouard mourut en 1910, succédant à George V qui régna de 1910 à 1936. Épargné par les scandales, travailleur et populaire, George V fut le monarque britannique qui, avec la reine Marie, établit le modèle moderne de conduite exemplaire pour la royauté britannique, fondée sur les valeurs et les vertus de la classe moyenne. Il comprenait l'empire d'outre-mer mieux que n'importe lequel de ses premiers ministres, et utilisait avec brio sa mémoire exceptionnelle des chiffres et des détails, qu'il s'agisse d'uniformes, de politique ou de relations pour dialoguer avec ses sujets. Au début du XXe siècle, la vie était très difficile pour les classes populaires. Environ 15 à 20% des gens survivaient avec le strict minimum, et 8 à 10% vivaient en dessous du seuil vital. C'était courant à l'époque, même si la situation s'améliorait lentement. L'arrivée du gouvernement libéral en 1906 entraîna d'importantes réformes sociales. En 1906, des repas gratuits à l'école étaient autorisés. En 1907, c'est le début des examens médicaux scolaires. En 1908, la journée de travail est limitée à 8 heures pour les mineurs et c'est la création des premières pensions pour les plus de 70 ans. En 1909, c'est la création d'un salaire minimum pour les métiers très mal payés et la mise en place de bourses de travail pour aider les chômeurs. En 1911, c'est la loi sur l'assurance nationale obligeant employés et employeurs à cotiser pour couvrir les soins médicaux et compenser une perte de revenus en cas de maladie, mais la famille du malade n'était pas couverte. Des indemnités chômage ont été introduites pour les ouvriers des métiers où le chômage était fréquent, comme le bâtiment, puis élargi à presque tous les secteurs en 1920 avec une durée plus longue. En 1912, les employés de magasins ont obtenu une demi-journée de congé par semaine. Côté éducation, en 1902, la loi Balfour a instauré l'enseignement secondaire public. En 1907, les lycées recevant au moins 25% d'élèves pauvres obtenaient des aides. Les enfants ouvriers pouvaient y accéder via un examen, mais beaucoup ne pouvaient pas y aller faute de moyens pour l'uniforme et les fournitures. À partir de 1925, des pensions de retraite ont été versées aux hommes de plus de 65 ans, aux femmes de plus de 60 ans et aux veuves. Ces mesures ont marqué le début de la construction d'un système de protection sociale au Royaume-Uni. Concernant le droit de vote des femmes, en 1884, la majorité des hommes britanniques pouvaient voter, mais les femmes en étaient toujours exclues. En 1897, plusieurs groupes féminins pacifiques se sont regroupés pour former la NUWSS, National Union of Women's Suffrage Societies. Leurs membres, appelés suffragistes, utilisaient des méthodes modérées. En 1903, une organisation plus radicale, la WSPU, Women's Social and Political Union, a été fondée par Emmeline Pankhurst. Ses membres, appelés suffragettes, ont mené des actions parfois violentes, comme des incendies, du vandalisme ou la pose de bombes. Mais elle demandait le droit de vote uniquement pour les femmes propriétaires. Lorsque la Première Guerre mondiale a commencé en 1914, les suffragettes ont suspendu leur campagne. Il est important de noter que certaines femmes étaient opposées au droit de vote féminin. En 1908, un groupe anti-suffrage a été fondé, la Ligue nationale des femmes anti-suffragettes. A l'inverse, de nombreux hommes soutenaient les suffragettes. En 1918, tous les hommes britanniques de plus de 21 ans ont obtenu le droit de vote. Les femmes ont pu voter si elles avaient plus de 30 ans et remplissaient certaines conditions de propriété. Ce n'est qu'en 1928 qu'elles ont eu le même droit de vote que les hommes, dès 21 ans. La Grande-Bretagne a déclaré la guerre à l'Allemagne le 4 août 1914. Un corps expéditionnaire dirigé par Sir John French est parti en France et a combattu les Allemands à Mons le 23 août. Malgré la progression allemande, les Français et les Britanniques les ont arrêtés lors de la bataille de la Marne en septembre. Les deux camps ont ensuite creusé les tranchées, marquant le début d'une guerre de position où les lignes bougeaient très peu. En 1916, les Britanniques ont lancé une grande offensive dans la Somme, entraînant de lourdes pertes des deux côtés. Lors de cette bataille, ils ont utilisé pour la première fois des chars, qui restaient peu fiables et trop rares pour influencer le cours de la guerre, mais annonçaient une évolution des combats. En 1917, l'Allemagne a adopté une guerre sous-marine totale, attaquant tous les navires se dirigeant vers la Grande-Bretagne, ce qui a provoqué une grave pénurie alimentaire. La mise en place de convois protégés par des navires de guerre a amélioré la situation,
mais en 1918, le rationnement de produits comme la viande, le beurre et le fromage est devenu nécessaire. Cette stratégie allemande a aussi provoqué l'entrée en guerre des États-Unis. Au printemps 1918, l'Allemagne a lancé plusieurs offensives dans le nord de la France. Les Alliés ont résisté difficilement, puis en août, les Britanniques ont contre-attaqué avec des chars. Les Allemands ont été progressivement repoussés, et un armistice a été signé le 11 novembre 1918, marquant la fin des combats. Entre 1923 et 1929, le Royaume-Uni a été principalement dirigé par les conservateurs, avec Stanley Baldwin comme Premier ministre, à l'exception d'un court gouvernement travailliste en 1924. Durant cette période a eu lieu la Grande Grève générale. Les vieilles industries, notamment le charbon, déclinaient. Après une première baisse des salaires en 1921, les patrons ont voulu réduire encore les salaires et rallonger la journée de travail en 1926. Les mineurs, dirigés par A.J. Cook, se sont mis en grève. Le 3 mai 1926, une grève générale a été lancée avec le soutien d'autres syndicats. Cependant, le gouvernement s'était préparé depuis 1925 en créant une organisation pour assurer le fonctionnement des services essentiels. Des bénévoles, policiers spéciaux et soldats ont été mobilisés. La grève générale a duré jusqu'au 12 mai, mais les mineurs ont poursuivi seuls pendant 6 mois avant de reprendre, battus. En 1927, une loi a interdit les grèves générales. Enfin, la crise économique mondiale de 1929 a fortement touché la Grande-Bretagne. En 1932, près de 23% des travailleurs étaient au chômage. La situation s'est progressivement améliorée. En 1936, le chômage était tombé à 13,9% et à environ 10% en 1938. À la fin des années 1930, le chômage restait très élevé dans le nord de l'Angleterre, où les vieilles industries comme le textile et les mines avaient été durement touchées par la crise économique mondiale. En revanche, dans les Midlands et dans le sud, le développement de nouvelles industries comme l'automobile, l'aéronautique et l'électronique a permis de réduire le chômage. Pour ceux qui avaient un emploi, les années 1930 ont vu une nette amélioration des conditions de vie grâce à la baisse des prix, notamment de la nourriture, des logements et des produits de base, qui ont chuté de 15% dans la décennie. En 1939, tous les travailleurs ont obtenu au moins une semaine de congés payés par an, alors qu'avant, seuls les jours fériés étaient rémunérés. Quand la guerre éclate le 3 septembre 1939, la population britannique craint les bombardements allemands. Des enfants des villes sont alors évacués vers les campagnes, 827 000 écoliers, 103 000 enseignants et assistants, ainsi que 524 000 enfants en bas âge et leurs mères. Mais la majorité revient rapidement chez elle. Les bombardements massifs débutent réellement en 1940 et 1941. Winston Churchill devient Premier ministre le 10 mai 1940. Dès septembre 1939, le rationnement commence avec l'essence. Il s'intensifie ensuite, beurre, sucre, bacon et jambon en janvier 1940, thé en juillet 1940, fromage en mai 1941, les œufs en juin, les vêtements en juillet, et sucreries à partir de juillet 1942. Pour compenser, des œufs en poudre arrivent des États-Unis à partir de 1942. En parallèle, la population est encouragée à cultiver la terre pour produire sa propre nourriture. Les terres agricoles passent ainsi de 12 à 18 millions d'acres entre 1939 et 1945. Le 7 septembre 1940, les bombardements allemands sur Londres commencent. Au 1er janvier 1941, plus de 13 000 Londoniens ont été tués. D'autres villes comme Birmingham, Coventry, Bristol, Portsmouth et Plymouth subissent également de lourdes attaques pendant le Blitz. À partir de la mi-1941, les bombardements allemands sur la Grande-Bretagne diminuèrent, car Hitler concentra ses forces contre la Russie. Cependant, en 1944, les Allemands utilisèrent une nouvelle arme, la bombe volante V1, suivie des fusées V2 à partir de septembre. Ces armes secrètes causèrent des dégâts, notamment à Londres, mais échouèrent à affaiblir le moral de la population ou à freiner la production industrielle. En tout, environ 1 million de maisons furent détruites ou gravement endommagées, et 40 000 civils furent tués. Après la guerre, une grande pénurie de logements mena à une loi sur le logement de 1946. D'ici 1951, 900 000 nouvelles maisons furent construites. L'Allemagne capitula le 8 mai 1945. Des élections eurent lieu peu après et le parti travailliste remporta une large victoire. Clément Attlee devint Premier ministre et mit en place un État-providence. La loi de 1946 sur l'assurance nationale garantissait des allocations chômage, maladie, vieillesse et veuvage. En 1948, le Service national de santé, NHS, fut créé. Entre 1945 et 1951, la Grande-Bretagne vécut une période d'austérité nationale. Il y avait de nombreuses pénuries, et le rationnement instauré pendant la guerre continua, voire s'intensifia. En 1946, le pain fut rationné, et en 1947, les pommes de terre, notamment à cause d'un hiver très rigoureux. Le Parti travailliste lança aussi une politique de nationalisation, le charbon et les chemins de fer en 1947, le gaz et l'électricité en 1948. Progressivement, la situation s'améliora. Le rationnement des vêtements cessa en 1949, celui de l'essence en 1950, mais le beurre et la viande restèrent rationnés jusqu'en 1954. À partir du milieu des années 1950, la Grande-Bretagne devient plus prospère. Les familles ordinaires peuvent enfin acheter
acheter des produits autrefois considérés comme luxueux, comme les machines à laver et les aspirateurs. Dans les années 1960, le niveau de vie augmente fortement. Les voitures, réfrigérateurs, appareils électriques et les voyages à l'étranger deviennent courants. En 1975, la majorité des foyers possèdent un aspirateur, un réfrigérateur et une machine à laver. Jusqu'aux années 1970, le chômage reste très bas, souvent inférieur à 5%. En 1973, il commence à monter légèrement mais reste modéré. Cette période est aussi marquée par des gouvernements conservateurs de 1951 à 1964, avec Churchill, Eden, Macmillan, puis Alec Douglas Home. En 1964, les travaillistes remportent les élections et Harold Wilson devient Premier ministre jusqu'en 1970, puis à nouveau à partir de 1974. L'enseignement évolue aussi. Dans les années 1960 et 1970, les lycées deviennent polyvalents, accessibles à tous. Le nombre d'universités passe de 17 en 1945 à 46 dans les années 1970, et 30 écoles polytechniques apparaissent. Elles deviendront universités en 1992. En 1973, la scolarité obligatoire est prolongée jusqu'à 16 ans. Les syndicats prennent de l'importance après 1945. En 1970, la moitié des travailleurs sont syndiqués. Les mineurs de charbon font grève en 1972 et obtiennent gain de cause. Lorsqu'ils recommencent en 1974, le Premier ministre conservateur Edward Heath refuse de céder, organise des élections et perd. Harold Wilson revient au pouvoir. En 1973, la Grande-Bretagne rejoint la Communauté économique européenne, la CEE. La même année, la croissance économique ralentit fortement. Le chômage dépasse 1 million en 1975 et continue à grimper. L'inflation est aussi très élevée. En 1978, le gouvernement tente de limiter les hausses de salaire, mais les syndicats refusent, ce qui entraîne de nombreuses grèves. Le gouvernement perd en popularité et en 1979, les conservateurs remportent les élections. Margaret Thatcher devient la première femme Premier ministre du Royaume-Uni. Entre 1980 et 1982, le Royaume-Uni traverse une grave crise économique avec un chômage qui double et atteint 11,5% en janvier 1982. Le gouvernement devient impopulaire, mais regagne en soutien après la victoire militaire contre l'Argentine lors de la guerre des Malouines en juin 1982. Grâce à cela, les conservateurs remportent les élections de 1983 et de nouveau en 1987. L'économie commence à se redresser dès l'automne 1982, mais le chômage reste très élevé jusqu'en 1986, atteignant 14,1%. Il baisse ensuite progressivement. L'inflation est maîtrisée et malgré le chômage, les travailleurs voient leur niveau de vie s'améliorer. En revanche, le nombre de personnes pauvres augmente, notamment en raison du chômage et de la hausse des familles monoparentales dépendant des aides sociales. Le gouvernement mène une politique de privatisation, plusieurs entreprises publiques sont vendues comme British Aerospace, British Telecom ou British Gas. Il vend aussi de nombreux logements sociaux à bas prix, ce qui en réduit le nombre. Un grand conflit oppose le gouvernement aux syndicats lors de la grève des mineurs de 1984 à 1985. Elle échoue à cause de divisions entre régions, du bon niveau de préparation du gouvernement et de l'absence d'aide sociale pour les grévistes. Après cette grève, des lois sont votées pour réduire le pouvoir des syndicats. En 1990, la poll tax, un nouvel impôt très impopulaire, provoque des protestations. Elle est remplacée en 1993. La même année, Margaret Thatcher quitte le pouvoir et est remplacée par John Major. Peu après, une nouvelle crise économique démarre avec une forte hausse du chômage. L'économie repart en 1993 et le chômage baisse régulièrement jusqu'à atteindre un bas niveau en 2000. Malgré la crise, les conservateurs gagnent les élections de 1992. Et en 1997, le Parti travailliste remporte largement les élections et Tony Blair devient Premier ministre. Au début du XXIe siècle, la population britannique a beaucoup augmenté, surtout grâce à l'immigration. En 2001, il y avait un peu moins de 59 millions d'habitants au Royaume-Uni. En 2013, la population était montée à 63,7 millions et en 2021, elle atteignait 67 millions. Comme dans beaucoup d'autres pays, la Grande-Bretagne a connu une crise économique après la crise financière de 2008. Malgré cela, la plupart des gens ont gardé un bon niveau de vie. En 2020, la Grande-Bretagne a quitté l'Union européenne, le fameux Brexit. La reine Elisabeth II est décédée le 8 septembre 2022. Elle était la souveraine du Royaume-Uni depuis 1952, ce qui faisait d'elle la reine ayant régné le plus longtemps dans l'histoire britannique, avec un règne de 70 ans. Après son décès, son fils aîné, Charles, est devenu roi sous le nom de Charles III. L'histoire de l'Angleterre est un témoignage puissant de courage, d'innovation et de transformation. De ses origines médiévales à son rôle de puissance mondiale, ce pays a su traverser des siècles de défis, de conflits et de changements sociaux, avec une détermination remarquable. L'Angleterre a donné naissance à des idées politiques, culturelles et scientifiques qui ont façonné le monde moderne. Son passé, riche et complexe, est une source d'inspiration, montrant comment la persévérance, la créativité et l'esprit de progrès peuvent construire une nation forte
et respectée à l'échelle internationale. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez aller voir celle sur l'histoire de l'Irlande qui s'affiche à l'écran. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de récits captivants et terrifiants. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui et à bientôt.